Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors à l'occasion des vacances de Noël, j'entame une nouvelle série sur des maths. Alors il y aura différentes choses à l'intérieur de cette série, notamment vous verrez une nouveauté sur des positions où il faut inventer des maths, inventer le placement de pièces. Pour faire maths, donc j'espère que ça vous plaira. Alors ça rejoint plusieurs choses, ça rejoint un petit peu la thématique que j'avais commencé sur déclinaison tactique, puisque là finalement il y aura un peu des déclinaisons de maths. Et puis par exemple aujourd'hui on va voir des parties miniatures aussi, donc il y a des passerelles bien sûr entre les différentes thématiques du jeu d'échecs, et puis bien sûr le mieux on arrive à maîtriser un peu les passages entre les différentes thématiques, les différents thèmes, et le plus on arrive à maîtriser son sujet. On va voir quelque chose qui est dans l'esprit du maths de Le Gall. Alors, première question serait, mais qu'est-ce que c'est le maths de Le Gall? Et c'est pour ça qu'on va immédiatement commencer par là. Donc, on y va. On est en 1750. Kermur de Le Gall a les blancs. Il ouvre E4. Il joue contre un dénommé Saint-Brie. On est à Paris. E4-5, bon, alors là, classique, hein, pour les années 1700-1800, E4-5, tu pouvais être presque sûr que la partie allait commencer comme ça. C'était vraiment grandement majoritaire. Cavalier F3, D6, défense Philidor. Eh ben, ça tombe bien qu'on parle de la défense Philidor, parce que Kermur de Le Gall, c'était un joueur professionnel, français, et c'était un des meilleurs joueurs de l'époque, et ensuite, il a été dépassé par Philidor. Alors je me demande même si c'était pas le professeur de Philidor à un moment. Et après Philidor l'a surclassé largement. Donc à vérifier. Peut-être que je confonds avec un autre, mais il me semble que c'est ça. Et bon, Philidor, c'est sûr que de toute façon, lui, c'était le niveau au-dessus de tout le monde. Hein, 1 à 2 siècles d'avance sur ses contemporains au niveau de l'étude des échecs. Donc bon. Voilà, mais en tout cas, Kermur de Le Gall, la classe, parce qu'il a laissé son nom à ce maths qu'on va voir. Donc, et ensuite, on verra une partie de Tsukertor, c'est ce qui sera le plat principal de cette vidéo, une magnifique partie de Johannes Tsukertor. On y va, alors on est à cette défense Philidor avec des 6, les blancs jouent cavalier C3, bon, coup un peu timoré, bon, évidemment à l'époque, c'était assez classique de développer les deux cavaliers comme ça en début de partie. Maintenant, on sait que le coup plus agressif pour profiter de ce coup timoré, d'ailleurs, un D6 qui enferme un peu le fou solide, mais un peu défensif, un peu passif, c'est D4. Voilà, D4. On attaque immédiatement le pion en E5. Et d'ailleurs, je pense que c'est la très très belle partie de l'opéra de Paul Morphy qui commence comme ça, avec fou G4, pion prend, fou prend, dame prend, pion prend, fou C4, menace mat, etc. Donc, brillante partie que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas. Cavalier C3, joué par Kermur de Le Gall. Alors, j'ai vu qu'on pouvait dire Kermur, qu'on pouvait dire Kermui, un peu de l'ancien français. Il y a différentes variantes orthographiques, apparemment. Bon, G6, et alors en parlant de variantes orthographiques, on a des variantes de cette partie, parce que j'ai déjà aussi souvent vu la partie avec H6 à la place de G6. Mais peut-être qu'aussi dans ces différentes variantes, c'était genre fou C4. Et les noirs ont eu peur de cavalier G5. Alors pas tout de suite parce qu'il y a la dame qui surveille, mais par exemple, ils se disaient, ah, je veux faire cavalier F6 pour attaquer le pion, mais cavalier G5, ça m'énerve parce qu'il y a F7 qui traîne, ce qui n'est pas faux. Du coup, ça pourrait justifier coup H6, et après cavalier C3, on pourrait retomber effectivement dans la partie. Donc, tous ces ordres de coups sont plausibles, on va dire. Mais cavalier C3, développement des deux cavaliers, on sait qu'on conseille les cavaliers avant les fous aux échecs. Puis G6 pour pourquoi pas faire un fianchetto. Bon, on va dire que ça se tient. Et j'ai envie de dire G6, ça fait un peu plus pour le développement que H6 quand même. C'est-à-dire qu'on veut mettre le fou. Bon, vous allez me dire pourquoi on veut le mettre en G7 alors qu'on pouvait le mettre en E7. Excellente question, hein. Normalement dans la Philidor, on fait fou E7.
ici, et puis cavalier F6, voilà, on rock, tout va bien, même si c'est assez amusant, parce que parfois après, on fait le plan tour 8, fou F8, et G6, fou G7, bon, ça c'est encore autre chose. Bon, cavalier C3, G6 joué par Saint-Brie, alors dénommé Saint-Brie qui a les pièces noires, fou C4. Voilà, bon, les blancs qui ont déjà développé 3 pièces, les noirs ont joué 3 pions, donc déjà périlleux d'être à la place du joueur qui tient les pièces noires ici. Et justement, il se lance dans quelque chose d'attaquant finalement, d'offensif. Fou G4, il vient clouer le cavalier, hein, puisque dès qu'il bouge, la dame serait perdue, donc clouage très classique. Mais voilà, faites très attention, et ce sera un thème que je pourrais développer aussi peut-être une autre occasion. Bon, j'ai un cours complet là-dessus, c'est clouage, la défense contre-attaque. Là, les blancs qui sont en défense. Mais selon que tu sois cloué sur ton roi ou pas, tu peux non seulement te défendre, mais contre-attaquer en vérité. Contre-attaquer en utilisant le fait que le clouage soit pas... on peut bouger, on a le droit, c'est autorisé par la règle du jeu de bouger ce cavalier. Voilà. Et justement, c'est ce que va faire De Le Gall ici. Il va placer un coup inattendu. Cavalier prend E5. Bam! Voilà, donc ça c'est magnifique. Il donne sa dame, il donne son cavalier, on a l'impression qu'il donne toutes ses pièces. Mais très joli coup de sacrifice en vérité. Donc bon, premièrement, on peut dire si les noirs prennent le cavalier. Bon, il y a simplement la dame blanche prend le fou. Et c'est un pion de plus pour les blancs dans d'excellentes conditions. Mais on peut faire la remarque, si les noirs veulent venir clouer le cavalier, c'est toujours plus sûr de faire d'abord cavalier F6, et en plus les cavaliers avont les fous, comme on a dit tout à l'heure. Et quand on va faire fou, G4, du coup on aura la protection du cavalier, et là ce sera déjà plus difficile pour les blancs de placer des coups tactiques. Voilà, donc fou G4 immédiatement joué par Saint-Brie, cavalier prend E5, très joli sacrifice de Carmure De Le Gall. Il y a eu fou prend D1 dans la partie, et puis si vous ne connaissez pas la fin de cette partie, bien, je vous invite à mettre la pause pour chercher comment les blancs terminent cette partie en simplement 2 coups. Alors c'est le mat qu'il avait prévu bien sûr, fou prend F7, échec, le roi ne peut pas prendre, le cavalier protège, le roi n'a qu'une seule case, roi E7, et puis on termine avec un très élégant cavalier D5, regardez, 2 cavaliers plein centre, et c'est un mat sur ce roi. Donc ici il y a la protection de toutes les cases autour, et le roi en plus est gêné par 3 de ses propres pièces, donc ce qui complète ce tableau de mat. Donc voilà, il est là, mat en seulement 7 coups, le mat De Le Gall. Donc le thème principal, eh bien, c'est profiter d'un clouage que notre adversaire nous fait pour voilà, faire une découverte avec le cavalier. On attaque le fou, on l'invite à prendre notre dame, et puis ensuite on place une attaque de mat avec des pièces mineures. Hein. Donc là, 2 cavaliers, 1 fou, 3 pièces mineures qui font un mat au roi adverse. Donc très joli mat. Et dans cet esprit, il y a eu énormément de parties qui ont été jouées. Parfois très proches, ou même parfois même exactement celle-ci. Mais plus souvent bien sûr assez similaires, mais pas forcément en 7 coups. Ça peut être en 9 coups, 12 coups, 15 coups. C'est l'idée qui compte. Voilà, aux échecs de toute façon c'est les idées qui comptent. C'est pas reproduire exactement la même chose, c'est s'inspirer. Voilà, inspiration. Monsieur De Le Gall a été une inspiration pour des générations de joueurs d'échecs, et on part un siècle, plus d'un siècle plus tard. Tac. Avec Johannes Zukertor qui tient les pièces blanches. Alors je vous mets une petite illustration, voilà. Johannes Zukertor qui a quand même laissé son nom dans l'histoire des échecs pour avoir disputé le premier championnat du monde des échecs. C'était contre Steinitz en 1886, si je ne m'abuse. C'était peu avant son décès, d'ailleurs, parce que je crois qu'il est mort peu de temps après. Zukertor, et bon, bah, c'était un brillant joueur, bien sûr, un très fort joueur, parce que pour disputer le championnat du monde, même si, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas la Fédération internationale, qui était créée dans les années 20. Mais bon, ils n'ont pas dû le choisir au hasard
pour jouer le premier championnat du monde d'échecs. Donc on y va. Alors il a les pièces blanches. C'est pas précisé si c'était une simultanée. C'est précisé qu'il jouait contre un amateur à Leipzig en 1877. Alors, je pense qu'il était allemand, Zukertor. Vérifier aussi. Et donc il y va, E4. C'est parti. E5. Cavalier C3 cette fois. Partie viennoise qui était très à la mode à cette époque. Maintenant on la voit très peu. Peut-être à tort d'ailleurs, peut-être qu'elle va revenir un peu. On sait qu'il commence à délaisser un peu la partie espagnole. Les grands maîtres, modérément, hein, mais un petit peu à cause de la berlinoise. Ils sont sur l'italienne. Peut-être qu'à un moment ils en ont un peu marre d'italienne. Ils vont venir sur l'écossaise ou sur la viennoise. Bon, cavalier F6. F4. Et alors voilà, c'est une sorte de gambit du roi, mais en plus solide, hein, puisqu'on a protégé le pion E4. Et puis comme il y a le cavalier qui est venu en F6, il n'y a pas de dame H4, il n'y a pas d'idée de dame H4. Donc par exemple sur pion prend F4, on peut faire D4, on prend tout le centre, et on se prépare à faire fou prend F4 éventuellement, donc position qui a l'air assez plaisante pour les blancs. Gambit du roi, je rappelle que c'est si on fait tout de suite F4, et après pion prend F4, il y a déjà une menace de dame H4 qui peut arriver sur nous. D'ailleurs, je publierai prochainement une partie d'amateur avec cette ouverture. Bon, cavalier C3, cavalier F6. F4, alors cavalier F6 qui a un coup, mais on peut faire aussi cavalier C6. Hein, et puis on peut aussi rencontrer F4 ici. Un peu famille de gambit du roi toujours. Bon, cavalier F6, F4. Il y a eu D6, protège. Il n'a pas voulu prendre F4. On a vu que c'était pas forcément très souhaitable d'arriver à cette position côté noir. Donc F4, D6. Il protège. Oui, les noirs qui ont moins d'options hein, après avoir mis le cavalier en F6. Donc cavalier F3. Allez, on attaque le pion. Cavalier C6 devant le pion. Fou C4. Et fou G4. Bon, ben on est dans le thème. Hein. Mais cette fois, les noirs ont fait plus attention. Et ils ont fait fou G4 dans des circonstances bien meilleures. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il est protégé. C'est comme on a expliqué tout à l'heure. Quand c'est comme ça, déjà, on s'expose beaucoup moins à des combinaisons. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas nous arriver, hein, mais déjà beaucoup moins. Et en plus, ils ont sorti le cavalier en C6, ce qui n'était pas le cas dans la partie précédente. Donc il y a deux raisons qui font que les blancs ne peuvent pas ruiner la position noire ici, profiter de ce clouage. Là, on ne peut pas profiter. Donc tout simplement, le champion Zukertor, il te fait un petit roc. Les noirs sortent leur fou E7, ma foi. Très bonne idée, très solide, ils préparent le petit roc. Alors voilà, attention, bien sûr, les coups tactiques reliés à ce clouage, ça peut être des coups de cavalier, d'accord, principalement cavalier prend E5 et cavalier G5, mais ça peut être aussi des coups de fou, fou prend F7 échec, ça peut être dans les deux sens. Souvent les tactiques aux échecs, ça peut être dans des ordres de coups différents, et il faut observer les deux. Donc parfois ça peut être fou prend échec, attire le roi, puis un cavalier échec quelque part, et on pique le fou. Voilà, il faut calculer à chaque fois. Bon là il n'y a pas d'histoire, tout est sous contrôle. Donc les blancs, eh bien ma foi, tout simplement, jouent D3, protègent finalement le pion, et là les noirs ont fait un coup curieux, et ils vont payer très très cher. En fait ils ont fait un coup inconséquent et très dangereux. Cavalier H5. En plus, on sent que c'est pas très sain comme coup parce que le cavalier se met sur le bord, tout ça pourquoi? Pour attaquer le pion F4. Bon, on sent que c'est pas académique. Petit roc, bon, c'était normal. Hein. Alors, est-ce qu'il a eu peur de se faire un peu fixer par F5? C'est vrai que c'est pas forcément très agréable, mais bon, tout de même, on peut jouer probablement ici cavalier D4, mettre la pression sur le cavalier, même si on va pas gagner quelque chose, hein, mais on va peut-être déjà... alors, c'est même pas sûr qu'on va prendre, parce que ça risque de doubler les pions, mais après H3, en même temps, on n'aura pas forcément de choix. Ça peut donner une partie un peu comme ça, complexe, intéressante. Il peut y avoir plein de complications ici, on va pas regarder les détails, mais bon, une des idées noires, ça pourrait être de réussir C6, D5, ce serait vraiment très important de réagir au centre, contre cette attaque à l'aile que les blancs veulent essayer de faire. Par exemple, en cas de G prend F, ils pourraient essayer de décaler le roi, puis mettre tour G1 et attaquer sur la colonne. Voilà.
Et évidemment, en 4 fois H5, il faut surveiller G4. Alors, est-ce qu'il va y avoir du sacrifice? Le problème, c'est qu'il faut calculer à chaque fois des coups comme cavalier prend D4. Ensuite, c'est contre-cloué dans l'autre sens. Il va y avoir H G, le fou sera coincé. Voilà le genre de complications qui pourrait arriver. Bon, c'est pas le sujet. Dans cette partie, son adversaire a joué cavalier H5. Et le danger, c'est qu'il ouvre la colonne F potentiellement sans avoir roqué. Ça, c'est périlleux. Et donc, ici, je vous invite à faire un exercice. Alors, selon votre niveau, vous pourrez avancer plus ou moins dans la variante. Mais ce qui serait bien, c'est que vous essayez d'aller le plus loin possible. Voilà. Donc laissez-vous du temps, parce qu'il y a une longue variante à calculer. Si vous êtes un joueur expérimenté, je vous invite à essayer de calculer jusqu'à la fin de la variante. Mais je vous referai un stop un peu plus loin, hein, parce que la variante est longue. Mais n'hésitez pas à essayer de calculer jusqu'à la fin de la variante. Ici, parce que finalement, il s'est lancé dans quelque chose. Il devait calculer pratiquement l'ensemble des variantes et le plus loin possible, si possible, jusqu'à la fin de la partie. Donc voilà. Alors voilà, je vous invite à mettre la pause si vous voulez vous faire un exercice à partir d'ici. Alors premièrement, il faut trouver le premier coup de la variante. Bon, et le premier coup est assez facile, c'est qu'on va ouvrir la colonne F avec pion prend. Voilà, comme ça, on va permettre certaines combinaisons. Alors, il se trouve déjà qu'après pion prend E5 qui n'a pas été joué dans la partie, il y aurait immédiatement combinaison très simple. Il fou prend F7 échec, attire le roi, et après cavalier prend F5 échec double. La force de l'échec double, c'est qu'il est obligé de bouger son roi. Roi quelque part, peu importe, et puis on reprend le fou en G4 et on a gagné ici deux pions et il peut pas roquer, donc c'est la catastrophe pour les noirs. Donc F prend E5 c'était le premier coup de la variante et cavalier prend E5 c'était la réponse de la part des noirs. Alors d'ailleurs je regarde cette position, je me dis il aurait peut-être dû essayer fou prend F3, bien qu'après dame prend F3 il se retrouve avec une triple attaque sur F7 et une attaque sur H5. Mon idée était d'essayer de placer un cavalier prend E5, mais on a aussi la pièce en prise, donc là c'est la catastrophe de toute façon. Donc, après F prend E, il est en difficulté. Bon, il a choisi cavalier prend. En fait, il s'est dit, quel est le problème? Cavalier cloué, je défends F7, je défends même le fou au cas où. Quel est le problème? Eh bien, le problème va arriver très vite. Et donc, si vous n'aviez pas ce début de variante, je vous invite éventuellement à remettre la pause pour calculer à partir d'ici, car finalement, en quelque sorte, il pouvait faire F prend E sans avoir forcément trop tout calculé, parce que c'était un coup très naturel qui venait vraiment à l'esprit, puis qui n'engageait pas non plus à grand chose, puisque on prend un pion du centre, on ouvre la colonne, on ouvre pour le fou C1. Bon, on sentait que c'était un bon coup pratiquement dans tous les cas, on pouvait le faire à l'instinct. Mais maintenant, par contre, là, on n'a plus le choix. Si on veut continuer, il faut calculer. Et alors là, voilà, de nouveau, donc maintenant que vous savez que ça a été joué comme ça dans la partie, si vous êtes un joueur expérimenté, un joueur de club, eh bien, je vous invite à calculer le plus possible à la fois en longueur et en qualité. Et donc j'espère que vous pouvez calculer l'ensemble des variantes, il n'y en a pas énormément, le plus loin possible jusqu'à la fin de la partie. Ça vous fait un super exercice et on va voir si vous avez réussi si vous aurez réussi à calculer la pointe finale. Il y a une pointe finale, voilà. Je vous donne un petit indice en plus pour vous aider. Alors, bon, bah bien sûr, hein, on a vu le mat de Le Gall avant, donc ça donne des idées de sacrifier. Cavalier prend E5, c'est la même case, même si cette fois on prend un cavalier au lieu de prendre un pion. Donc fou prend D1 forcé, hein, parce que sur pion prend, ma foi, c'est simplement une pièce de plus. D'ailleurs, on pourrait commencer par fou prend échec, ce serait assez terrible d'ailleurs, hein, la partie pourrait s'achever rapidement après ce coup, hein. Sur roi D7 on va prendre ça sur échec, le roi d'aura commencer à partir dans des endroits extrêmement
périlleux parce qu'il peut plus rentrer chez lui, donc ça va potentiellement mal se finir. Cavalier prend E5. Fou prend D1. Il fallait calculer ça, hein, ça c'était important. Donc ici l'idée c'est fou prend F7 échec bien sûr. Cavalier prend, c'est une fourchette, mais c'est pas assez menaçant. Hein. Déjà il est pas échec, donc il peut faire un peu différents coups, mais aussi il pourrait peut-être simplement bouger sa dame. Alors on n'a pas trop grand chose à se mettre sous la dent ici, par la tour, mais dans l'idée il va partir avec son fou. Peut-être il va partir ici, et puis essayer de revenir en défense, et finalement ici on a certes du matériel pour la dame, on n'est pas trop mal en matériel, on a tour, pièce et pion, donc on est correct, mais voilà, on gagne pas quoi, a priori. Peut-être qu'on est un peu mieux, peut-être qu'il y a encore quelques variantes intéressantes, mais c'était pas l'idée. Donc fou prend F7 échec. Voilà. Bon, il est obligé dans le F8, elle a pas très envie d'aller en F8 parce qu'elle a le tour en face. Évidemment, ici, c'est fou prend H5 échec intermédiaire. On profite que ce soit en face justement. Bon, il a fait fou F6. C'était une défense qu'il fallait absolument avoir anticipée, sinon c'était calcul raté. Bon, s'il jouait roi G8, ça allait pas aider parce qu'après fou échec, roi F8. Est-ce que d'ailleurs on replace fou échec? En fait, on peut faire cavalier F7, je pense ici, avec l'idée que si il bouge sa dame, par exemple, on prend simplement le fou et on reste déjà avec 3 pièces pour la dame, plus on va gagner du matériel. Donc ici on va être en avantage de matériel. Et peut-être qu'il y a encore mieux. Et l'idée de cavalier F7, c'est que s'il prend H5, on prend en D8 et qu'il prend en D8, on a juste un pion d'avance. Ouais, c'est un peu léger. C'est un peu léger. Ici, faudrait plutôt essayer fou échec. Voilà. Fou échec. Bon, les variantes continuent. C'est pas trop le sujet. Mais probablement après G8, c'est tout simplement totalement gagnant pour les blancs. Je vais mettre un petit coup d'ordinateur pour vérifier ces variantes que j'avais pas anticipé. Donc effectivement, fou échec, roi F8, fou échec. Ah, il préfère se mettre ici, c'est intéressant ça. Pardon. Ok, il le fait comme ça. Disons. Mais il dit qu'on peut soit prendre la tour. Ici, on a déjà beaucoup de matériel en plus. Même s'il rentre son fou, regardez, on a tour et 2 pièces. Alors, c'est encore pas si clair qu'on sorte, mais probablement on va sortir. Bon, c'est totalement gagnant pour les blancs. Voilà, confirmé par l'ordinateur. Donc, si on avait un doute. Bon, bien sûr, elle a fait fou F6. Bon, c'est ça qui est intéressant, cette position. Alors, évidemment, ce qui aurait été bien, c'est que ici, vous ayez déjà, bien sûr, prévu votre coup au départ, quand vous avez pris en E5 avec le cavalier, en tout cas, peut-être pas avec le pion, mais avec le cavalier, puisque c'était seulement il y a 2 coups. Hein. Je rappelle la position ici. Cavalier prend E5, fou prend échec, roi F8, fou prend, fou F6. Donc, si vous êtes un joueur de compétition, il fallait avoir prévu une suite ici. Si vous n'avez rien prévu, je vous invite à mettre la pause. Et de nouveau, même chose, mais du coup, forcément, en moins difficile, puisque on a avancé dans la variante, mais nouvel exercice pour vous, calculer le plus loin possible, à partir de là, les différentes variantes d'attaque pour les blancs. Alors, eh bien sûr, on a envie de continuer l'attaque, on n'a pas envie de temporiser, et on veut envoyer donc Tsukertor. Et bien, il a envoyé tour prend F6. Bam! Très très joli coup. Donc, 2 idées. Dans la partie, il y a eu pion prend. Sur dame prend, tout simplement, c'est la fourchette royale. Échec, roi, sort. Et ce qui est joli, c'est que quand on fait cavalier prend, on protège le fou au passage. Et maintenant, il a son fou en prise en D1. S'il prend notre cavalier, on prend son fou. Disons fou prend.
Ça change pas énormément. Et on se retrouve avec 3 pièces contre une tour. Bon, ce qui est totalement gagnant. Hein. 3 pièces, c'est à la valeur d'une dame. Hein. 3 x 3, 9. Hein. Et donc, même la paire de fous en plus ici. Donc 100% gagnant pour les blancs. Et s'il prend le fou, mais c'est la classe parce qu'on part avec le cavalier. On a encore 3 pièces pour la tour. Donc ça, il peut pas. Dame prend, fourchette royale. Boum. Donc ça, c'était anticipé. Donc tour prend... Pardon. Tour prend F6. Pion prend. Évidemment, c'est le fou qui vient. Donc, oh là. On voit que le fou est une pièce qui peut arriver très très vite dans l'attaque, de très très loin. En vérité, là, le fou était à case départ. Fou H6. Il arrive avec puissance dans l'attaque. Donc regardez les deux fous ici. Extrêmement puissants. Les deux fous des blancs. À tel point que si le roi essaye de s'abriter sur la case G8, eh bien c'est mat en un coup. Fou F7. Finalement, on pourrait tout à fait comparer ce schéma de mat avec le mat de Le Gall. Alors, on a 3 pièces mineures qui travaillent ensemble pour mater un roi qui est bloqué également par 2 de ces pièces. Très très similaire. Alors, la partie ne s'est pas terminée comme ça, bien sûr, puisque le joueur qui avait les noirs a vu qu'il se ferait mater sur roi G8, donc il est allé sur E7. Donc, cavalier D5 échec, comme dans la partie précédente, mais il n'y a pas mat, roi E6. Alors, à chaque fois, je pourrais faire des mini-pauses pour dire recalculer, etc. On ne va pas faire à chaque coup, on va le faire tout à l'heure. Mais évidemment, il fallait avoir anticipé jusque-là, il fallait avoir anticipé jusqu'à fou F7 échec. Une erreur de calcul pourrait vous laisser croire que fou F7 faisait mat, mais il y a roi prend E5. Et voilà. Voilà la fin de la variante. On s'approche de la fin de la partie. Et Zukertor devait le plus tôt possible avoir anticipé cette position. Bon, mais il y a plusieurs façons de se dire qu'il pouvait rentrer dans la variante. Parce que déjà, en termes de matériel, bon, en fait, s'il fait tour prend, mais c'est pas tellement le matériel, c'est plus qu'il peut faire perpétuel au pire, d'accord. Il peut faire échec, c'est ça qu'il peut se dire, bon, au pire, je fais nul, je rentre dans la variante, je verrai si j'ai mieux que nul ou pas, mais déjà, je peux faire échec perpétuel. Bon. Mais là, c'est le dernier exercice pour vous, si vous n'aviez pas... Voilà, la pointe, elle était là. La pointe, elle était là. Si vous vouliez vous faire un superbe exercice du calcul, c'était au 9e coup. Là, on est au 15e. Il fallait avoir prévu la pointe du 16e coup. Donc, et elle n'était pas simple. Elle n'était pas simple à anticiper. Alors maintenant, si vous ne l'avez pas calculé, eh bien, je vous invite à mettre la pause pour trouver le coup de Zukertor ici. Coup fatal qu'il a trouvé avec les blancs. Alors... j'aime beaucoup ce thème, puisque c'est pas on continue à faire échec, 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 échec jusqu'à ce qu'on mate, ce qu'on fait souvent, hein. Mais de temps en temps, on a une petite touche de volupté, un peu de calme, comme ça. Et on arrête de cogner en faisant à chaque fois échec. Et on fait un petit coup qui fait pas échec, un petit coup silencieux, un petit coup calme. Et on lui prend la sortie. Voilà, donc c'est la deuxième façon d'attaquer aux échecs. Hein. La première façon, c'est échec, 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 échec. On espère mater à la fin. Classique. Et la plus fréquente. Et la plus facile aussi à calculer, puisqu'on calcule échec, comme ça on sait que il est obligé. Mais, à des moments, il faut utiliser une deuxième technique de jeu, deuxième technique d'attaque, qui est prendre les cases de fuite du roi. Surveiller les cases de sortie. Donc là, on dit c'est quoi la case de sortie? Il y en a une seule. Les autres sont déjà surveillés. Donc je veux surveiller cette case pour pas qu'il puisse s'échapper. Et alors, avec cette mentalité, cette approche, cette technique de jeu, forcément, un joueur peut assez tranquillement, j'ai envie de dire, trouver le coup C3. Tu ne viens pas. Et je menace mat en F4, à toi de jouer. À toi de jouer, mais le mat est imparable. Voilà, c'est magnifique
position. Vous avez vu, coup très très calme. Petit coup de pion, C3, mat imparable. Voilà, ça c'est aussi la beauté du jeu. Donc pas obligé de faire échec, échec, échec. Donc C3, c'était la pointe, c'était la fameuse pointe qu'il fallait avoir prévue le plus tôt possible. J'ai envie de dire pratiquement au 8e coup ici. Un grand maître est capable de calculer ce coup à l'avance, voilà, qui arrive 9 coups plus tard, mais capable de le calculer. Alors ne serait-ce que, comme j'ai dit, hein, on peut jouer F prend E parce qu'on sait que c'est bien par rapport à la position, ça ouvre les bonnes lignes. Et après cavalier prend, là on peut calculer, là, parce qu'on donne la dame, hein, donc forcément, il faut calculer le plus possible jusqu'à la fin. Et là on peut anticiper 8 coups plus tard, cette petite pointe de C3. Donc on remonte, hein, cavalier prend, fou prend échec, roi F8, fou prend H5, échec à la découverte, fou F6, il fallait anticiper ce tour prend F6, sacrifice de destruction, hein, de la défense, hein, élimination de la défense. Puis on prend, donc aussi on a libéré la diagonale H6, F8, la petite diagonale, mais bien utile ici pour le fou. Le roi part à l'aventure. Donc j'ai bien aimé l'esthétique, cette position côté blanc. Regardez, 2 cavaliers au centre et 2 fous sur le bord, comme ça. On a 2 blocs de 2 pièces qui sont collés, qui font un super job. Et fou F7 échec, roi prend E5, et là, non pas fou échec. Donc voilà, on peut faire différentes choses, mais le problème, par exemple, si on joue D4, il peut prendre soit E4, soit D4. C'est pas bonne nouvelle. Le pire, c'est que si quand il prend D4, il récupère des nouvelles cases. Pardon, j'arrête pas de cliquer sur la mauvaise touche. Donc, il récupère, regardez, ici, il a 4 cases maintenant disponibles. Comment on va mettre un roi qui a 4 cases? C'est très très dur, il faut prendre les 4 d'un coup. C'est presque mission impossible. Donc, il faut réduire le plus possible le nombre de cases de fuite du roi. Donc, pour cela, c'était le fameux coup C3. Très très joli. Et après, il a joué C6. Voilà, son adversaire. Car à l'époque, on aimait bien laisser l'adversaire montrer le mat, parfois même pour le public, sur l'échiquier. On laissait faire les maths. Maintenant, les grands maîtres en général, ils abandonnent quelques coups avant le mat s'ils voient qu'il va y avoir mat, sauf parfois en blitz. Et fou F4 mat, voilà, mat très très élégant. À noter qu'ici, il y a tellement un bon travail de la part des pièces blanches que les 2 pions ne sont pas auto-bloquants. C'est-à-dire que même s'ils n'étaient pas là, il y aurait quand même mat. Parce que le fou surveillerait à travers et le cavalier surveillerait là-bas. Voilà, on a un tableau de maths, puisqu'on appelle ça un tableau de maths, de nouveau typique de maths de Le Gall, hein, puisqu'on a 3 pièces mineures principalement en termes de pièces qui font le travail, évidemment aidées par les pions. Donc, et tout le monde fait quelque chose, c'est-à-dire que le fou F7 surveille cette case, le fou F4 bien sûr donne le mat, et s'il n'y avait pas eu le pion, il aurait surveillé aussi la sortie. Le pion surveille F5, il fallait bien que quelqu'un surveille F5. Bon, il protège le cavalier, mais aussi le fou protège le cavalier. Le pion D3 protège le pion E4, sinon il aurait été capturé. Le pion C3 contrôle la case D4. Donc nous avons ici quand même un total de 6 pièces blanches, donc 3 pièces et 3 pions, qui participent à ce tableau de maths. Voilà, donc j'espère que ce tableau de maths orchestré par Johannes Zukertor vous a plu. Cette série sur les maths, justement, sera quelque chose qui va vous inspirer, puisqu'on a parlé d'inspiration au départ, inspiration de Carmur de Le Gall au départ en 1750. Hein, donc c'était il y a plus de 250 ans. Voilà, les échecs avec une histoire très riche. C'est ce qui est aussi très intéressant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, si vous voulez être notifié des prochaines publications, d'autant plus que pendant les vacances scolaires, comme je vous l'avais promis, il y aura plus de publications que d'habitude. D'habitude, le rythme est assez effréné. Donc n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, puisque c'est comme ça aussi qu'il y aura plus de personnes qui pourront connaître la chaîne. Donc si vous trouvez que ça vaut le coup, n'hésitez pas à la partager. Et puis je suis toujours aussi
preneur de vos petits commentaires, de vos petites remarques. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut, salut!